Tout a commencé il y a 5 ans, j'avais 24 ans. Elle m'a rendu mon sourire, a tapé sur son ordinateur, puis son visage s'est figé. Il n'a pas simplement changé. Il s'est figé. Elle a cliqué sur la souris à quelques reprises, a froncé les sourcils et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Caleb, mon chéri », a-t-elle dit, sa voix tombant dans un murmure. « Il doit y avoir une erreur sur ton bordereau. »« Je ne pense pas », ai-je dit. « J'ai vérifié le solde en ligne la semaine dernière. Il devrait y avoir 45 000 $. J'ai juste besoin de 12 000 $. Madame Higgins a tourné l'écran du moniteur vers moi. Le solde est de 0, Caleb. Le compte a été fermé hier. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mes genoux ont fléchi et j'ai dû m'agripper au comptoir pour rester debout. Fermé ? Qui l'a fermé ? Ai-je demandé, bien que mon estomac se torde déjà avec la réponse. Votre père, a-t-elle dit doucement, Robert. Il est venu hier après-midi. Il a retiré la totalité du solde sous forme de chèque de banque et a fermé le compte. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai pas dit au revoir. Je me suis retourné et je suis sorti de cette banque comme un zombie. Le soleil dehors était aveuglant. Je suis monté dans ma Chevrolet Silverado 2008 toute rouillée, j'ai agrippé le volant et j'ai hurlé. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge ait un goût de cuivre. Cet argent, c'était ma vie. C'était chaque fête manquée, chaque double service, chaque hamburger que je n'avais pas mangé pour économiser 5 $. Je me suis rendu chez mes parents. Je vivais encore là-bas, dans le sous-sol, en leur payant un loyer, ce qui, je le pensais, les aidait. Je me suis garé dans l'allée. La voiture de mon frère Bradan était là, une BMW 9 en leasing. Bradan était le fils chéri. Il avait 32 ans, travaillait dans un poste de conseil vague qui ne semblait pas payer les factures, et allait se marier dans 3 mois avec une fille nommée Émilie, issue d'une vieille famille riche. Je me suis précipité à l'intérieur. Le salon ressemblait à un magasin de mariage qui avait explosé. Il y avait des arrangements floraux partout. Ma mère, Martha, tenait différentes nuances de serviettes de table. Mon père se tenait devant le miroir, ajustant une veste de smoking. Bradan était assis sur le canapé, buvant une bière et riant de quelque chose sur son téléphone. Ils ont levé les yeux quand j'ai claqué la porte d'entrée. Caleb, a piaillé maman. Ne claque pas la porte. Regarde, dis à ton frère que cette nuance de crème est meilleure que l'ivoire. Je n'ai pas regardé les serviettes. Je me suis dirigé droit sur mon père. Il avait fière allure dans son smoking. Il avait l'air riche. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas volé 45 000 $ à son fils. Où est-il ? Ai-je demandé. Ma voix tremblait. Mon père s'est retourné, lissant ses revers. Où est quoi ? Utilise tes mots, mon fils. L'argent, ai-je dit plus fort cette fois. Mon argent. Le compte d'épargne. Madame Higgins a dit que tu l'as vidé hier. La pièce est devenue silencieuse. Bradan a bu une gorgée de sa bière et a détourné le regard. Maman s'est soudainement beaucoup intéressée à un arrangement floral. Mon père a juste soupiré comme si je l'ennuyais avec une plainte futile. Oh, ça, a dit mon père, oui, nous avions besoin de déplacer quelques actifs. Des actifs ? Je me suis approché. Ce n'était pas un actif. C'était mon salaire. C'était 4 ans de ma vie. Remets-le. Mon père a ri. C'était un rire court et méprisant. Détends-toi, Caleb. C'est pour le mariage. Les coûts ont explosé. La salle avait besoin d'un acompte plus important et les parents d'Émilie prennent en charge la réception, nous devons donc couvrir le dîner de répétition et la lune de miel. C'est une affaire de famille, le mariage. Je me sentais mal. Vous avez volé mon fonds d'études pour une fête. Ce n'est pas juste une fête, a lancé Bradan depuis le canapé. C'est un événement de réseautage, Caleb. Tu ne comprendrais pas. Des gens importants vont être là. Je m'en fiche de qui va être là, ai-je hurlé. Mes frais de scolarité doivent être payés dans 2 semaines. Si je ne paie pas, je ne peux pas obtenir mon diplôme. Je ne peux pas avoir mon diplôme. Maman s'est approchée et a posé une main sur mon bras. Son contact m'a semblé froid. Caleb, baisse d'un ton.
Les voisins. Écoute, Bradan a besoin d'un bon départ. Il se marie dans une famille importante. Nous devons tenir notre rang. Tu es jeune. Tu es intelligent. Tu peux travailler une année de plus et économiser à nouveau. Tu es tellement doué pour économiser. Je l'ai dévisagé. Travailler une année de plus, maman? Ça m'a pris 4 ans. J'ai cumulé 3 emplois. Je n'ai pas de vie sociale. Je n'ai pas de petit ami. Je n'ai rien d'autre que cet argent. Et c'est bien là le problème, a dit mon père, se tournant à nouveau vers le miroir. Tu es égoïste. Tu accumules de l'argent pendant que ton frère essaie de se construire un avenir. Nous sommes une famille. Nous mettons nos ressources en commun. Quand tu te marieras un jour, nous t'aiderons aussi. M'aider. J'ai ri d'un son amer et saccadé. Vous ne m'avez pas aidé à économiser cet argent. Vous n'avez pas lavé une seule voiture. Vous n'avez pas servi une seule table. Vous l'avez volé. Surveille tonton, a lancé mon père. Son visage est devenu rouge. Je suis ton père. Ce compte était aussi à mon nom. Légalement, cet argent était à moi de le gérer. J'ai décidé qu'il était préférable de le dépenser pour assurer le bonheur de ton frère plutôt que de le laisser là pendant que tu joues à l'ingénieur. Jouer à l'ingénieur. J'ai serré les poings. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Je suis à un semestre d'être ingénieur. Vous venez de voler ma carrière. Tu es dramatique, a dit Bradan en se levant. Mon Dieu, tu es toujours un tel pingre. Cet argent, Caleb, tu peux en gagner d'autres. Ne gâche pas tout pour moi. Émilie est vraiment stressée. Je les ai regardés, tous les 3. Un front uni. Mon père, le narcissique. Ma mère, la complice. Mon frère, le parasite. Il ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une tirelire qu'il pouvait briser chaque fois que le fils chéri avait besoin d'un nouveau jouet brillant. Je ne suis pas dramatique, ai-je dit, ma voix tombant dans un calme mortel. Je veux un chèque tout de suite. Écris-moi un chèque de 45 000 $. Mon père s'est approché rapidement. Il s'est mis juste devant mon visage. Il sentait l'eau de Cologne chère et le café éventé. Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Caleb? Tu vis sous mon toit. Tu manges ma nourriture. Je vous paie un loyer. Ai-je hurlé. Je paie ma propre nourriture. Écris le chèque ou je vais à la police. C'était l'élément déclencheur. Maman a eu un hoquet de surprise, mais papa n'a pas hésité. Il m'a giflé violemment. Ce n'était pas une gifle de discipline. C'était une gifle destinée à m'humilier. Ma tête a basculé sur le côté. Ma joue me brûlait comme le feu. Sale petit ingrat, a sifflé mon père. Tu me menaces dans ma propre maison pour de l'argent? Sors. J'ai touché ma joue. Je l'ai regardé. Tu me mets à la rue. Sors, a hurlé mon père. Si tu accordes plus de valeur à l'argent qu'à ta famille, alors va être riche ailleurs. Mais tu n'auras pas un centime de ma part. Cet argent est parti. Dépensé dans des acomptes non remboursables. J'ai regardé maman. Elle avait les yeux baissés sur les serviettes. Elle n'allait pas me sauver. Elle ne m'avait jamais sauvé. Très bien, ai-je dit. Je pars, mais ce n'est pas fini. Vous pensez que vous pouvez simplement prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Vous vous trompez. Vas-y, essaie, a ricané Bradan. Qui va croire un étudiant qui a abandonné ses études plutôt que papa? Je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas tout emporté, juste mes vêtements, mon ordinateur portable et la boîte de bulletins de salaire que je gardais sous mon lit. Chaque bulletin de salaire de chaque service au cours des 4 dernières années. Je les ai tous pris. Alors que je franchissais la porte d'entrée avec mon sac de sport, mon père a lancé une dernière chose, ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que le monde réel est plus difficile que de laver des voitures. J'ai claqué la porte si fort que la vitre a tremblé. Je suis monté dans mon camion, j'ai jeté mon sac sur le siège passager et je suis parti. Je ne savais pas où j'allais. J'avais 60 $ dans mon portefeuille et un demi-réservoir d'essence. Mais alors que la maison disparaissait dans mon rétroviseur, je me suis fait une promesse, je n'allais pas seulement récupérer mon argent, j'allais leur faire regretter le jour où ils avaient décidé que j'étais le fils jetable.
La première nuit fut la plus difficile. On ne se rend pas compte de l'espace qu'occupe un corps humain avant d'avoir essayé de dormir sur le siège avant d'un camion à cabine simple. Je me suis garé au fond du parking d'un Walmart ouvert 24h24, sous un lampadaire vacillant. C'était en octobre et la température baissait rapidement. Je n'avais pas de couverture, juste ma veste de travail. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, le froid me réveillait, grelottant, mes articulations raides et douloureuses. J'ai vérifié mon téléphone vers 3 heures du matin. Il avait explosé, non pas d'excuses, mais de haine. Mes tantes, oncles, cousins, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, m'envoyaient des messages. Je n'arrive pas à croire que tu as gâché l'essayage de smoking de Bradan, a écrit ma tante Linda. Ta mère a le cœur brisé. L'argent va et vient, mais la famille est éternelle. Excuse-toi. Égoïste. Un cousin a envoyé par message, tout simplement égoïste. Ils avaient déjà présenté l'histoire à leur façon au monde entier. J'étais le petit frère avide qui piquait une colère parce qu'il ne voulait pas participer au mariage. Il ne mentionnait pas le vol. Il ne le faisait jamais. Je n'ai répondu à personne. Je les ai bloqués un par un. Bloqués. 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 Ça faisait du bien. Une infime part de contrôle dans un monde qui avait sombré dans le chaos. Le lendemain matin, je me suis brossé les dents dans les toilettes du Walmart et je me suis lavé le visage à l'eau froide. J'avais une mine affreuse. J'avais les yeux rougis et un bleu commençait à se former sur ma joue là où mon père m'avait giflé. Mais j'avais du travail. Je ne pouvais pas perdre mes emplois. Si je perdais mes revenus, j'étais mort. J'ai fait mon service au restaurant en mode pilote automatique. J'ai versé du café, retourné des œufs et souri quand des clients me criaient dessus pour du pain grillé froid. Intérieurement, je calculais. J'avais besoin d'un avocat, mais les avocats coûtent cher et je n'avais rien. Puis je me suis souvenu de Wyatt. Wyatt était un gars avec qui j'étais allé au lycée. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous jouions au football ensemble. Il était intense, combatif et brillant. J'avais vu sur Facebook qu'il venait de prêter serment et d'ouvrir un petit cabinet dans un centre commercial en bordure d'autoroute. Je m'y suis rendu directement après mon service. Son bureau était minuscule, juste un bureau, 2 chaises et des cartons de dossiers partout. Wyatt a levé les yeux quand je suis entré. Il portait un costume bon marché, mais son regard était affûté. « Caleb » a-t-il demandé, surpris. « Mec, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis assis. Je n'ai pas adouci la réalité. Je lui ai tout raconté. Le compte joint, les 3 emplois, le mariage, la gifle, le solde à 0. Wyatt a écouté sans m'interrompre. Il a pris des notes sur un bloc juridique jaune. Quand j'en suis arrivé au moment où mon père disait que légalement cet argent était à lui de le gérer, Wyatt a arrêté d'écrire. Il a levé les yeux et un lent sourire de requin s'est dessiné sur son visage. « Il a vraiment dit ça ?» a demandé Wyatt, mot pour mot. « C'est un imbécile » a dit Wyatt. « Compte joint ne veut pas dire compte pour tout voler. C'est une fiducie réputée. Puisque l'argent provenait entièrement de tes gains, et que tu as les bulletins de salaire pour le prouver, cet argent est à toi. » Il s'est rendu coupable de détournement, de manquement à son obligation fiduciaire, d'enrichissement injustifié. Nous pouvons l'attaquer sur tous les fronts. Je ne peux pas te payer, Wyatt, ai-je dit doucement. Wyatt a balayé ma remarque d'un geste de la main. Ne t'inquiète pas pour ça. Je débute. J'ai besoin de dossiers. J'ai besoin de victoires. Et honnêtement, je déteste les brutes. Ton père a tout l'air d'une énorme brute. Nous ferons cela au pourcentage. Je prendrai une part quand nous gagnerons, et nous allons gagner. Nous avons passé la semaine suivante à monter le dossier. Je dormais dans mon camion, me douchais à la salle de sport où j'avais un abonnement, et passais chaque heure libre à organiser mon historique financier. J'avais les enregistrements de chaque dépôt. J'avais la copie du bordereau de retrait que Madame Higgins m'avait imprimé avant que je ne quitte la banque. C'était une piste de papier si épaisse qu'on aurait pu s'y étouffer. Puis vint la partie difficile. Leur faire signifier l'assignation. Wyatt voulait l'envoyer par la poste, mais j'ai dit non. Il m'avait humilié. Il m'avait giflé. Il m'avait jeté à la rue.
Je voulais qu'il ressente une fraction de la honte que j'avais ressentie. La fête de fiançailles de Bradan avait lieu ce samedi-là. Elle se tenait dans un country club huppé. Je savais que tout le monde serait là. Les personnes importantes que Bradan voulait impressionner. Je me suis garé devant le club avec mon camion rouillé. Le voiturier m'a regardé comme si j'étais un déchet. Je l'ai ignoré et je me suis dirigé directement vers la terrasse où se déroulait la fête. C'était un décor magnifique. Guirlandes lumineuses, musique de jazz, personnes en tenue de cocktail tenant des flûtes de champagne. J'ai vu mes parents faire la cour près du bar. Mon père riait, un cigare à la main. Ma mère montrait sa bague. Bradan et Émilie recevaient des cadeaux. Je me suis avancé pile au milieu de la foule. Je portais mes bottes de travail et mon jean. Les bavardages se sont tus à mesure que les gens me remarquaient. Une vague de silence s'est propagée jusqu'à ce que toute la terrasse soit silencieuse. Caleb, a dit maman, son sourire vacillant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as l'air sale. Mon père a fait un pas en avant, le visage s'assombrissant. Je t'ai dit que si tu n'es pas là pour t'excuser et contribuer, tu n'es pas le bienvenu. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste. Je n'ai pas sorti d'arme. J'ai sorti une enveloppe épaisse, une enveloppe Kraft portant le tampon rouge du tribunal de comté. Je ne suis pas là pour m'excuser, ai-je dit, ma voix résonnant clairement au-dessus de la foule silencieuse. Je suis là pour vous donner ceci. J'ai tendu l'enveloppe à mon père. Il ne l'a pas prise, alors je l'ai posée sur la table, à côté de son scotch. Qu'est-ce que c'est? A demandé Bradan en s'approchant. Sors d'ici, Caleb. Tu nous affiches. C'est une assignation, ai-je dit, et une plainte. Je poursuis maman et papa en justice pour le vol de 45 000 $. Et je demande un audit comptable de tous les comptes de la famille pour voir où d'autre mon argent est allé. La foule a eu un hoquet de surprise. J'ai entendu des chuchotements. Vol? Il poursuit ses parents. Le visage de mon père est devenu violet. Tu n'oserais pas. C'est une affaire de famille privée. Plus maintenant, ai-je dit. Vous l'avez rendu public quand vous avez dépensé mes frais de scolarité pour cela. J'ai désigné la fête somptueuse tout autour. J'espère que vous appréciez tout le champagne. C'est moi qui l'ai payé. Je me suis tourné vers Bradan, et au fait, beau smoking. Il a coûté 200 heures à frotter des pneus. Mon père s'est jeté sur moi, sale ingrat. Mais il s'est arrêté. Il a vu les téléphones. Les gens enregistraient. Les personnes importantes regardaient. Il s'est figé, piégé par sa propre vanité. On se voit au tribunal, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis parti. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser, mais je gardais la tête haute. En retournant à mon camion, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais un SMS de Wyatt, dépôt confirmé. Que la partie commence. J'ai dormi dans mon camion à nouveau cette nuit-là, mais pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas froid. Le feu de ce que je venais de faire me tenait chaud. Les semaines précédant le procès furent un tourbillon de harcèlement. Mon téléphone n'a pas seulement explosé, il a fondu. Maman laissait des messages vocaux en pleurant, disant que je détruisais la famille, que le stress donnait des palpitations cardiaques à papa. Bradan m'envoyait des SMS de menaces disant qu'il allait me casser la figure s'il me voyait. J'ai tout sauvegardé. Wyatt m'avait dit de le faire. Chaque menace est un moyen de pression, disait-il. Chaque chantage affectif est une preuve de leur manipulation. Quand le jour du procès est enfin arrivé, j'ai enfilé le seul costume que je possédais, un truc bon marché et mal ajusté acheté dans une friperie. J'ai retrouvé Wyatt sur les marches du tribunal. Il avait l'air calme. Prêt, a demandé-il. Je veux juste que ce soit fini, ai-je répondu. À l'intérieur de la salle d'audience, mes parents étaient assis avec leur avocat, un ami de la famille spécialisé dans la planification successorale, pas dans les litiges. Il avait l'air de s'ennuyer. Mes parents avaient l'air furieux. Ils refusaient de me regarder. Le procès était un procès sans jury, ce qui signifie qu'il n'y avait qu'un juge. La juge Holloway était une femme sévère avec des lunettes attachées à une chaîne et aucune patience pour les bêtises. Mon père est passé à la barre le premier. Il était confiant, arrogant. Il a souri à la juge comme s'ils étaient à un cocktail. Monsieur Télé,
lui a demandé Wyatt, faisant les 100 pas devant la barre. Avez-vous retiré 45 000 $ du compte joint le 14 octobre? Oui, a dit mon père, c'était mon droit. Mon nom figurait sur le compte. Et avez-vous déposé cet argent? A demandé Wyatt. Eh bien, non, a admis mon père. Mais je lui ai fourni le logement, la nourriture, des conseils. Cet argent était un remboursement pour des années de dépenses pour élever Caleb. Un remboursement? Wyatt a pris une feuille de papier. Aviez-vous un contrat de location avec Caleb? Verbal, a dit mon père. Nous sommes une famille. Je vois. Et cet accord verbal incluait-il de saisir rétroactivement ses économies de toute une vie? Objection, a dit leur avocat sans grande conviction. Retenu. Reformulé, a dit la juge, bien qu'elle regarde mon père avec suspicion. Wyatt a changé de tactique. Il a l'argent sorti de la boîte. Ma boîte. Il a commencé à empiler les bulletins de salaire sur la table des pièces à conviction. Pile après pile. Cela ressemblait à un gratte-ciel de papier. Votre honneur, a dit Wyatt. Ce sont des bulletins de salaire remontant à 4 ans. Chaque dollar de ce compte peut être relié à l'emploi de Caleb. Nous avons fait correspondre les dates de dépôt avec ces jours de paie. Pas un seul centime ne provient de Robert ou Martha Télé. Wyatt s'est tourné à nouveau vers mon père. Monsieur Télé, vous avez dépensé cet argent pour un mariage, c'est exact? Je l'ai dépensé pour des obligations familiales, a dit mon père rigidement. Avez-vous demandé l'autorisation de Caleb? C'est mon fils. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour gérer les actifs de la famille. Il avait 24 ans, a tonné la voix de Wyatt. Puis ce fut mon tour. Je me suis assis à la barre et j'ai dit la vérité. Je leur ai parlé des 3 emplois. Je leur ai parlé de mon objectif. Je leur ai parlé de la gifle. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai simplement exposé les faits. Je voulais juste faire mes études, ai-je dit, je voulais juste finir. La juge Holloway a retiré ses lunettes. Elle a regardé mes parents. Puis elle m'a regardé. Levez-vous, s'il vous plaît, a-t-elle dit. Nous nous sommes tous levés. Monsieur Télé, a-t-elle dit à mon père. En 22 ans de carrière de magistrat, j'ai vu des choses ignobles. Mais voler votre propre fils qui cumulait des emplois au salaire minimum pour s'en sortir, uniquement pour financer un événement fastueux pour un autre de vos enfants. C'est d'une faillite morale totale. La bouche de mon père s'est ouverte. Il a commencé à bafouiller, votre honneur, vous ne comprenez pas, je comprends parfaitement, l'a-t-elle coupé. Jugement en faveur du demandeur. Vous êtes condamné à rembourser la totalité de la somme de 45 000 $, plus les frais de justice et les intérêts. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas retenir. Wyatt m'a serré l'épaule, mais la victoire n'avait pas un goût pur. Mes parents n'avaient plus d'argent liquide. Ils l'avaient dépensé pour les acomptes, le traiteur et le fleuriste. Pour payer le jugement, ils ont dû contracter une deuxième hypothèque sur la maison, un prêt prédateur à taux élevés car leur crédit n'était pas aussi bon qu'ils le prétendaient. J'ai attendu sur le parking pendant qu'ils signaient les papiers avec le greffier du tribunal. Quand ils sont sortis, maman s'est dirigée droit sur moi. Ses yeux étaient secs et durs comme des pierres. Tu es content, a-t-elle craché. Tu nous as humiliés. Tu nous as poussés à la dette. Je ne vous ai forcé à rien, ai-je dit. Vous m'avez volé. Tu es mort pour nous, a dit maman, c'est une malédiction. N'appelle pas. Ne passe pas pour Noël. Ne nous adresse plus jamais la parole. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es qu'un étranger avide. Et toi? Mon père a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu vas échouer. Sans nous, sans cette famille, tu n'es rien. Tu seras de retour en rampant pour mendier dans 1 an. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu la peur derrière la colère. Ils se noyaient et ils étaient en colère. J'ai refusé d'être leur bouée de sauvetage. Au revoir, Robert. Au revoir, Martha, ai-je dit. Je ne les ai pas appelés maman et papa. Je suis monté dans mon camion. Wyatt m'attendait près de sa voiture, tout sourire. Ça va, a-t-il demandé. Je suis plus riche de 45 000 $, ai-je dit. Et je viens de perdre mes parents.
Non, a dit Wyatt, en les regardant s'éloigner en voiture. Tu viens de perdre environ 130 kilos de poids mort. J'ai pris l'argent. J'ai payé à Wyatt sa part, qu'il a tenté de refuser, mais j'ai insisté. J'ai payé mes frais de scolarité. J'ai terminé mes études, mais je ne me suis pas arrêté là. La colère ne s'est pas dissipée. Elle s'est transformée en carburant. Un carburant à haut indice d'octane, à combustion propre. J'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais bâtir un empire, brique par brique, si haut qu'il devrait se tordre le cou juste pour voir l'ombre que je projetais. 5 ans plus tard. Je ne suis pas devenu un ingénieur dans un bureau. Je ne tenais pas en place. Le procès m'avait changé. J'avais besoin de construire des choses de mes mains. J'avais besoin de voir des résultats tangibles. J'ai pris mon diplôme et mes économies restantes et je suis allé travailler pour un homme nommé Monsieur Lincoln. C'était un entrepreneur général de la vieille école qui sentait la sueur et le tabac. Il m'a donné ma chance quand il a vu que je savais lire des plans et que je n'avais pas peur de porter du bois. Tu as une revanche à prendre, gamin, m'a dit Lincoln un jour alors que nous faisions la charpente d'une maison. C'est bien. Ça te fait avancer. Ne la laisse pas t'écraser, c'est tout. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai appris tout ce que Lincoln pouvait m'enseigner, comment faire des offres pour des chantiers, comment gérer les sous-traitants, comment repérer un mur porteur simplement en observant la ligne de toit. Mais ma véritable formation se faisait la nuit. J'ai commencé à lire des ouvrages sur l'immobilier, les saisies, les propriétés en difficulté. J'ai réalisé que le vrai argent n'était pas dans la construction de maisons pour les autres, mais dans leur possession. J'ai acheté ma première maison à rénover à 26 ans. C'était un désastre, toit qui fuyait, fondation fissurée, odeur d'urine de chat. J'ai vécu dedans pendant que je la réparais. J'y travaillais chaque nuit jusqu'à 2 heures du matin, dormant sur un matelas posé sur le sol couvert de poussière de plâtre. Je l'ai vendu 6 mois plus tard avec un bénéfice de 40 000 $. J'ai réinvesti cet argent dans 2 autres maisons, puis 4. À 29 ans, je possédais une petite entreprise de construction, Phoenix Holdings. J'avais une équipe de 12 gars qui travaillaient pour moi. Je ne me suis pas acheté de Ferrari. J'ai acheté un Ford F250 flambant neuf noir avec des sièges en cuir et un ensemble de remorquage robuste. C'était le trophée d'un travailleur. J'ai aussi rencontré Sarah. Sarah était infirmière. Nous nous sommes rencontrés quand je me suis entaillé la main sur un morceau de tôle tranchant et que j'ai dû aller aux urgences. Elle m'a recousu et m'a dit que j'avais des yeux obstinés. Sarah était tout le contraire de ma famille. Elle était calme. Elle était juste. Elle ne se souciait ni de l'argent ni du statut. Elle se souciait de moi. Quand je lui ai parlé de mes parents, elle ne m'a pas dit de leur pardonner. Elle m'a simplement pris la main et m'a dit, « Ils ne te méritaient pas, tu sais », m'a dit Sarah un soir au dîner, « Tu travailles si dur pour prouver que tu n'as pas besoin d'eux, mais tu l'as déjà prouvé. Tu as gagné. Ça n'a pas encore le goût de la victoire, ai-je admis, on dirait plutôt de l'attente. J'attendais que l'autre chaussure tombe. Et elle est tombée. Je les surveillais de loin. Je l'admets. Je n'en étais pas fier, mais j'avais besoin de savoir. Je savais que le mariage de Bradan était un désastre. Le mariage que j'avais financé était spectaculaire, bien sûr, mais l'union était un naufrage. Bradan ne voulait pas d'une épouse. Il voulait une seconde mère pour nettoyer ses bêtises. Émilie, sa femme, demandait beaucoup d'entretien, mais elle n'était pas stupide. Elle attendait un partenaire ambitieux. La seule ambition de Bradan était d'être héritier de profession. J'ai entendu des rumeurs par les commérages de la ville. Bradan s'est fait licencier de son poste de consultant. Bradan buvait trop. Bradan a dilapidé leurs économies communes au jeu. Puis vinrent les demandes de divorce. Émilie n'a pas fait de cadeau. Sa famille avait de meilleurs avocats que la mienne. Elle l'a plumé. Elle a obtenu la maison, la voiture, le chien. Bradan a dû retourner vivre chez maman et papa. L'enfant d'or était de retour dans sa chambre d'enfance à 34 ans, ruiné et amer. Et maman et papa, ils étaient en grande difficulté. Cette deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée pour me rembourser. C'était un prêt à taux variable. Quand les taux d'intérêt ont grimpé, leurs mensualités ont doublé.
Mon père avait pris sa retraite de bonne heure, pensant que Bradan deviendrait riche et s'occuperait d'eux. Ce plan s'était évaporé. J'étais assis dans mon bureau un mardi, en train de regarder les plans d'un nouveau duplex, quand mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Lincoln qui avait pris sa retraite mais m'envoyait toujours des opportunités. Caleb, a dit de sa voix rocailleuse. Je viens de recevoir la liste des saisies de la banque du comté. Il y a une propriété dessus que tu devrais aller voir. Oui, ai-je demandé en faisant cliqueter mon stylo. Quelle est l'adresse? Il l'a lu. 1402 Oak Street. Mon stylo s'est arrêté de cliqueter. Le souffle a quitté la pièce. 1402 Oak Street, ma maison d'enfance. La maison où j'avais été giflé. La maison où l'on m'avait dit que je n'étais rien. Tu es sûr, ai-je demandé. La vente aux enchères de saisie a lieu vendredi prochain, a dit Lincoln. La banque en est propriétaire. Ils ont arrêté de payer l'hypothèque il y a 6 mois. J'ai raccroché. Je suis resté assis là pendant un long moment à fixer le mur. Le destin ne frappait pas simplement à ma porte, il la défonçait. Mes parents perdaient la maison. Ils allaient être expulsés. Une personne normale aurait pu ressentir de la pitié. Une personne normale les aurait appelés et leur aurait proposé de l'aide. Mais je me souvenais de la gifle. Je me souvenais du « légalement, c'est à moi de le gérer ». Je me souvenais du compte bancaire vide. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon courtier. Prépare tout, ai-je dit. Je vais à cette vente aux enchères et je vais acheter le 1402 Oak Street. Tu veux la revendre, m'a demandé mon courtier. Non, ai-je dit, un sourire froid sur les lèvres. Les jours précédant la vente aux enchères furent pesants, chargés d'une étrange électricité. Je suis passé devant la maison un soir. Elle avait l'air fatiguée. La pelouse était en friche. Mon père était pourtant maniaque de la pelouse autrefois. La peinture s'écaillait sur les boiseries. Un panneau, à vendre, de la banque était planté dans le jardin, penché de travers. Je savais ce qui se passait. Le déni. Mes parents étaient le genre de personnes qui croyaient que les conséquences étaient réservées aux autres. Ils pensaient probablement qu'un miracle allait les sauver, ou que la banque bluffait, ou que Bradan allait soudainement gagner à la loterie. J'ai fait quelques recherches. C'était pire que ce que je pensais. Non seulement l'hypothèque était impayée, mais ils n'avaient pas payé les impôts fonciers depuis 2 ans. Ils se noyaient. Le jour de la vente, je n'y suis pas allé moi-même. J'ai envoyé un mandataire. Je ne pouvais pas risquer qu'il me voie là-bas et fasse une scène, ou pire, que le commissaire-priseur reconnaisse le lien familial et suspende la vente. J'ai créé une société à responsabilité limitée nommée Phoenix Holdings pour effectuer l'achat. C'était sans visage, anonyme. J'étais assis dans mon bureau, téléphone sur haut-parleur, à écouter mon mandataire. Les enchères commencent à 200 000, a chuchoté le mandataire. Monte à 250, ai-je dit. 220, 230. Adjugé au monsieur du fond pour 245 000 $. Juste comme ça, c'était fait. Je possédais la maison de mes parents. Je possédais le toit au-dessus de leur tête. Le transfert de propriété a pris environ 2 semaines. Pendant ce temps, la banque a envoyé les lettres standards aux occupants, la propriété a été vendue, vous devez libérer les lieux. J'ai attendu. Je voulais voir ce qu'ils allaient faire. Comme de bien entendu, une semaine après la finalisation de la vente, le téléphone de mon bureau a sonné. Ma réceptionniste, ignorant tout du drame, m'a appelé. Caleb, il y a 3 personnes ici pour vous voir. Elles n'ont pas de rendez-vous, mais elles disent être de la famille. Un M et Madame Télé. Mon cœur a cogné contre mes côtes, mais mes mains étaient stables. Nous y étions, le moment. Fais-les entrer, ai-je dit. La porte s'est ouverte. Robert, Martha et Bradan sont entrés. Ils avaient l'air petits. C'est le seul mot pour le décrire. Le costume de mon père était vieux et flottait sur sa silhouette. Il avait l'air gris. Maman avait l'air fragile. Ses cheveux n'étaient plus teints, laissant apparaître des mèches blanches. Bradan avait l'air d'avoir la gueule de bois. Il portait un t-shirt et un jean, le visage bouffi. Ils se sont arrêtés en me voyant. J'étais assis derrière un grand bureau en acajou, portant une chemise sur mesure, avec une vue sur les toits de la ville en arrière-plan.
Le contraste était brutal. Caleb, a murmuré maman. Elle a regardé autour du bureau, observant les récompenses encadrées, les plans, le succès. Mon Dieu, tu as tellement bien réussi. Asseyez-vous, ai-je dit, sans me lever. Ils se sont assis dans les fauteuils en cuir en face de moi. Ils semblaient mal à l'aise, comme des enfants convoqués dans le bureau du directeur. À quoi dois-je ce plaisir, ai-je demandé. Je croyais que j'étais mort pour vous. Mon père s'est raclé la gorge. Il a essayé de retrouver un peu de son ancienne autorité, mais sa voix s'est brisée. Allons, mon fils, ne ressassons pas le passé. Les familles se disputent. Ça arrive. Nous ne nous sommes pas disputés, ai-je corrigé. Vous m'avez volé. Je vous ai poursuivi en justice. Vous m'avez renié. Nous étions stressés, est intervenue maman, les yeux se remplissant de ces larmes qui lui servaient d'armes. Le mariage, la pression. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé. J'ai une réunion dans 10 minutes. Bradan a pris la parole, d'une voix pleurnicharde. On a besoin d'aide, Caleb. Vraiment. La banque. Ils ont vendu la maison. Je sais, ai-je dit. Ils l'ont vendue dans notre dos, a dit mon père, frappant du poing sur la coudoir. Des prêteurs prédateurs. Nous vivions là depuis 30 ans. Et maintenant, une société sans visage l'a acheté. Ils veulent nous expulser. Phoenix Holdings, a dit maman, lisant sur un morceau de papier froissé qu'elle a sorti de son sac à main. Tu les connais? Tu es dans l'immobilier. Tu peux leur parler? Peut-être. Peut-être que tu pourrais nous prêter l'argent pour la racheter, ou juste payer le loyer pendant un temps, le temps que Bradan se remette sur pied. J'ai regardé Bradan. Toujours en train de te remettre sur pied, hein. Ça fait 5 ans. Tais-toi, a grommelé Bradan. Tu te crois meilleur que moi. Je suis meilleur que toi, ai-je dit calmement. J'ai un travail. Je paie mes factures. Et je n'ai pas volé le fonds d'études de mon frère. S'il te plaît, Caleb, a supplié maman, se penchant en avant. Nous n'avons nulle part où aller. Si nous perdons la maison, nous sommes à la rue. Ton père est malade. Il ne peut pas supporter un déménagement. Juste. Tu as tellement de choses maintenant. 45 000 $, ce n'est rien pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu ne peux pas nous aider juste cette fois, pour la famille? L'audace était à couper le souffle. Il me demandait d'utiliser l'argent que j'avais gagné parce qu'il m'avait volé pour les sauver des conséquences de m'avoir volé. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Je ne peux pas parler à Phoenix Holdings pour vous, ai-je dit. Le visage de mon père s'est décomposé. Pourquoi pas? Tu as dit que tu avais des contacts. Je ne peux pas leur parler, ai-je dit, en sortant un dossier. Parce que c'est moi, Phoenix Holdings. Silence. Un silence absolu et étouffant. Mon père a cligné des yeux. Quoi? J'ai acheté la maison, ai-je dit. Je suis le propriétaire du 1402 Oak Street. Maman a eu un hoquet de surprise, se couvrant la bouche. Tu as acheté notre maison. Ma maison, ai-je corrigé. C'est ma maison maintenant. Un regard de soulagement a envahi le visage de mon père. Un soulagement malade et tordu. Il s'est adossé dans son fauteuil et a esquissé un sourire. Oh, Dieu merci. Grâce à Dieu. Tu l'as acheté pour nous sauver. Je le savais. Je savais qu'au fond tu étais un bon garçon. Tu as fait ça pour garder la maison dans la famille. Il a regardé maman. Tu vois, Martha, je t'avais dit qu'il ne nous laisserait pas mourir de faim. C'est un homme d'affaires intelligent, mais il aime sa mère. Il s'est tourné à nouveau vers moi, rayonnant. Alors, quel est le plan? On te paie juste un petit loyer? Ou tu nous la restitues quand nous aurons l'argent? Je l'ai dévisagé. Il ne comprenait vraiment rien. Il pensait que c'était un arc de rédemption. Il pensait que j'étais le fils prodigue revenant pour secourir les gens qu'il avait maltraités. J'ai fait glisser le dossier sur le bureau vers eux. Ouvrez-le, ai-je dit. Mon père a tendu la main, tremblant d'excitation. Il a ouvert le dossier. Et a fixé le document du dessus. Son sourire s'est évanoui.
Sa peau a pris la couleur de la cendre. Qu'est-ce que c'est, a-t-il chuchoté. C'est un avis d'expulsion, ai-je dit. Expulsion, a hurlé maman. Mais, tu viens de dire que tu en es le propriétaire. C'est le cas, ai-je dit, me levant désormais, les dominant de toute ma hauteur. Et j'ai décidé que je ne voulais pas de locataires qui ont des antécédents de vol et d'irresponsabilité financière. Vous êtes un risque. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Bradan en bondissant. Nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où tu as ri pendant que papa volait mon avenir, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. Vous avez 30 jours pour libérer les lieux. Si vous n'êtes pas dehors d'ici le 1er du mois, je ferai appel au shérif pour vous expulser de force. Caleb, s'il te plaît. Maman sanglotait désormais. De vraies larmes, cette fois. Où irons-nous? Nous n'avons pas d'argent. Je ne sais pas, ai-je dit. Peut-être que vous trouverez un compte joint à piller. Ou peut-être que Bradan pourra trouver une riche fiancée pour payer. Mon père s'est levé lentement. Il m'a regardé avec une haine pure. Tu es maléfique. Tu es un monstre. Je suis propriétaire, ai-je dit, et les affaires sont les affaires. J'ai pointé la porte du doigt. Sortez de mon bureau. Vous avez 30 jours. Commencez à faire vos valises. Les 30 jours passèrent dans une sorte de calme étrange. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux directement. Je communiquais uniquement par l'intermédiaire de ma gestionnaire de propriété. Je ne voulais pas leur donner l'occasion de me manipuler. Je savais que si j'entendais la voix de maman, une petite partie stupide de moi pourrait faiblir, alors je sais rester distant. Ma gestionnaire de propriété, une femme dure à cuire nommée Karen, me donnait des nouvelles. Ils vendent des choses, m'a-t-elle dit au 10e jour. Des meubles, des outils, de l'électronique. On dirait un vide-grenier tous les jours. Bien, ai-je dit, ils auront besoin d'argent liquide pour la caution d'un appartement. Ils abîment un peu l'endroit, m'a-t-elle prévenu au 20e jour. Ils égratignent les murs, laissent des déchets. Laisse-les faire, ai-je dit. De toute façon, je vais tout casser à l'intérieur. C'était le plan. Je n'allais pas louer la maison en l'état. Elle abritait trop de fantômes. J'allais la démolir jusqu'à la charpente. Nouveau mur, nouvel agencement, nouvelle énergie. J'allais effacer le souvenir de mon enfance et construire quelque chose de rentable par-dessus. Le dernier jour, le 30e, je m'y suis rendu. J'avais emmené Wyatt avec moi, juste au cas où. Et un shérif adjoint, ce qui est la procédure standard pour une expulsion hostile. Le camion n'était plus là. La voiture de Bradan n'était plus là. L'allée était vide. J'ai remonté le chemin de l'entrée. L'herbe m'arrivait maintenant aux genoux. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée. La maison était vide. Non seulement vide de meubles, mais vide de vie. Ils avaient tout emporté, même les ampoules. Il y avait des traces sur les murs là où les cadres étaient accrochés. Des marques d'éraflure sur le parquet là où ils avaient traîné les meubles lourds. Je suis entré dans la cuisine. Elle sentait le renfermé. Je me suis souvenu d'être assis à cette table, mangeant des céréales, rêvant d'être ingénieur. Je me suis souvenu de la gifle qui s'était produite juste là, près du réfrigérateur. Je suis allé dans le salon. Il y avait un tas de déchets au centre de la pièce. Des emballages de fast-food, de vieux journaux, des cintres cassés, un dernier adieu méprisant de ma famille. Et tout au-dessus du tas se trouvait une photo. Je l'ai ramassée. C'était une photo de moi vers l'âge de 10 ans, debout entre maman et papa dans un parc. Nous sourions tous. On aurait dit une famille heureuse. Je l'ai retournée. Au dos, de l'écriture de mon père, il était écrit « Tu as été aimé autrefois ». Je l'ai fixé. C'était fait pour blesser. C'était fait pour être un coup de poignard dans le cœur pour me faire tout regretter. Ça va, a demandé Wyatt depuis le pas de la porte. J'ai regardé la photo une dernière fois. Puis je l'ai froissée en boule et je l'ai rejetée sur le tas d'ordures. Oui, ai-je dit. Je vais bien. Je n'étais pas triste. Je me sentais léger. Le poids avait disparu. La peur de leur désapprobation, le besoin désespéré de leur validation. Tout s'était évaporé à l'instant où je leur avais tendu cet avis d'expulsion.
J'avais repris le pouvoir. Il ne pouvait plus me faire de mal parce qu'il n'avait plus rien que je voulais. « Qu'est-ce que tu veux faire de cet endroit ?» a demandé Wyatt en donnant un coup de pied dans un déchet. « Le raser ?» ai-je dit. « Enfin, le rénover, mais d'abord tout vider. Je veux que tout disparaisse. Les moquettes, les plaques de plâtre, les placards, tout. » Phoenix Holdings, en effet, a souri Wyatt. Brûler tout et renaître de ses cendres. Exactement. Je suis sorti sur le porche. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse en friche. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait l'automne. Il sentait la liberté. Je ne savais pas où mes parents étaient allés. Karen a dit qu'ils avaient loué un petit appartement de 2 chambres dans un quartier malfamé à des kilomètres de là. Bradan travaillait dans une station de lavage auto. L'ironie ne m'a pas échappé. Il recommençait tout en bas, tout comme je l'avais fait. Peut-être apprendrait-il quelque chose. Peut-être pas. Ce n'était plus mon problème. J'ai descendu les marches vers mon camion. J'avais une réunion avec un architecte demain pour discuter des nouveaux plans. J'avais un rendez-vous avec Sarah vendredi. J'avais une vie à vivre. Je suis monté dans le camion, j'ai démarré et je n'ai pas regardé en arrière en partant. Le 1402 Oak Street n'était plus qu'une adresse désormais, un actif dans un portefeuille, une ligne sur un tableur. Ce n'était pas un foyer. Un foyer, c'était quelque chose que j'étais en train de me construire. Vous pourriez penser que partir en voiture de cette maison vide était la fin de l'histoire. Vous pourriez penser que remettre à mes parents un avis d'expulsion et les regarder emballer leur vie dans des cartons était le dernier chapitre. Je le pensais aussi. Je croyais avoir retiré le cancer. Je pensais que la blessure allait simplement cicatriser, laisser une marque et que je passerais à autre chose. Mais les personnes toxiques ne disparaissent pas comme ça. Elles n'acceptent pas simplement la défaite pour réfléchir à leur mauvais choix. Quand vous acculez un narcissique dans un coin, il ne se rend pas, il attaque. Et s'il ne peut plus attaquer votre portefeuille, il s'en prend à votre réputation. Cela a commencé environ 3 semaines après l'expulsion. La vie était agréable, normale. Je passais mes journées sur le chantier de l'ancienne maison, ma maison, à superviser l'équipe de démolition. Il y a quelque chose d'incroyablement thérapeutique à regarder une masse fracasser les plaques de plâtre d'une pièce où l'on pleurait autrefois pour s'endormir. Oui, vidions l'endroit. Je veux dire, jusqu'à la charpente. Je voulais éliminer chaque atome du passé. Je voulais effacer l'odeur des cigares de mon père et le fantôme du parfum de ma mère. Je me tenais dans ce qui avait été le salon, portant mon casque de chantier et tenant un plan quand mon téléphone a vibré. C'était Sarah. Or, Sarah ne m'appelle jamais pendant la journée. C'est une infirmière aux urgences. Elle est occupée à sauver des vies. Si elle appelle à 10 h un mardi, c'est que quelque chose ne va pas. « Salut bébé », ai-je répondu, sortant sur le porche pour l'entendre malgré le bruit d'une scie circulaire. « Est-ce que tout va bien, Caleb ?» Sa voix était tendue. Ne panique pas, c'est la pire phrase de la langue française. Ne panique pas est le code universel pour signifier que vous allez absolument paniquer. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé. C'est l'hôpital? Tu es blessé? Non, je vais bien. Mais est-ce que tu es allé sur Facebook aujourd'hui? Tu sais bien que non. Je travaille. D'accord. Elle a pris une inspiration. Je viens de t'envoyer un lien. Tu devais le regarder, mais promets-moi de ne rien faire d'irréfléchi. Promets-moi d'appeler Wyatt avant de répondre. Sarah, tu me fais peur. Regarde-le, c'est tout. Je t'aime. Elle a raccroché. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Ma barre de notifications se remplissait déjà. Appel manqué, SMS de numéros inconnus, notification Facebook. J'ai cliqué sur le lien que Sarah m'avait envoyé. Il s'ouvrait sur une page GoFundMe. Le titre m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, aider des parents âgés expulsés par leur fils millionnaire sans cœur. Sous le titre se trouvait une photo. Une photo mise en scène de manière professionnelle. Elle montrait ma mère et mon père assis sur un matelas taché dans ce qui ressemblait à un appartement humide en sous-sol. Ma mère essuyait une larme. Mon père regardait vers le bas, vaincu, le bras en écharpe. Je ne savais même pas s'il s'était blessé au bras ou s'il s'agissait simplement d'un accessoire.
J'ai commencé à lire la description. C'était un chef-d'œuvre de fiction. Bonjour à tous, nous sommes Robert et Martha. Nous vivons dans cette communauté depuis 40 ans. Nous avons élevé 2 fils. Nous leur avons tout donné. Nous avons sacrifié notre retraite pour leur payer des études. Mais récemment, le drame a frappé. Robert est tombé malade et n'a plus pu travailler. Nous avons pris du retard sur nos factures. Nous avons sollicité notre plus jeune fils, Caleb, qui possède un immense empire de la construction, pour obtenir de l'aide. Nous n'avons pas demandé d'argent. Nous avons juste demandé du temps. Au lieu de nous aider, Caleb a racheté notre maison familiale dans notre dos. Il nous a expulsés avec un préavis de seulement 3 jours. Il s'est moqué de nous pendant que nous le supplions. Maintenant, nous vivons dans un appartement moisi sans chauffage, mangeant de la nourriture en conserve pendant qu'il démolit la maison où il a grandi. Nous avons le cœur brisé, non seulement pour la perte de notre maison, mais pour la perte du fils que nous aimions tant. S'il vous plaît, si vous pouvez trouver dans votre cœur la force de nous aider à survivre cet hiver. J'ai fait défiler l'écran vers le bas. Dont 12 450 $ récoltés sur un objectif de 50 000 $. Puis j'ai regardé les commentaires. Il y en avait des centaines, c'est dégoûtant. Qui traite ses parents de la sorte? Je connais ce gars, Caleb Télé. Il possède Phoenix Holdings. Partagez tous ceci. Boycottez son entreprise. Quel monstre. Le karma va s'occuper de lui. J'espère qu'il va pourrir. Les aînés méritent le respect. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si brûlante qu'elle semblait consumer ma peau. Un immense empire de la construction? Je possédais une petite entreprise de 12 employés. Un préavis de 3 jours? Je leur avais donné 30 jours. Un appartement moisi? Ils avaient loué un endroit décent. Je le savais parce que Karen avait vérifié le bail. Et le plus grand mensonge, avoir fait des sacrifices pour financer mes études. J'ai ri. Un rire fort et fou qui a fait que l'un de mes gars m'a regardé avec inquiétude. Il m'avait volé mes frais de scolarité. Il les avait littéralement volés. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était le bureau. Caleb, ma réceptionniste, Lisa, semblait en pleurs. Verrouille les portes, Lisa, ai-je dit. Transfère les téléphones sur la messagerie vocale. Rentre chez toi. Je te paierai ta journée. Mais rentre chez toi. Ce n'est pas sûr. J'ai raccroché et j'ai appelé Wyatt. Je le vois, a dit Wyatt avant même que je ne dise bonjour. Je le regarde en ce moment même. C'est devenu viral, Caleb. Ce ne sont que des mensonges, ai-je hurlé au téléphone. Chaque mot. C'est de la diffamation. Poursuis-les. Wyatt, je veux les traîner en justice plus bas que terre. Calme-toi. La voix de Wyatt était stable, l'ancre dans ma tempête. Écoute-moi. Nous pouvons poursuivre. Nous pouvons envoyer une mise en demeure à GoFundMe. Nous pouvons déposer une plainte pour diffamation, mais cela prend du temps. La justice est lente. Le tribunal de l'opinion publique avance à la vitesse de la lumière. Le temps que nous obtenions un jugement, ton entreprise sera morte. Ils te font passer pour un monstre. Et en ce moment, tu en as l'air parce que tu gardes le silence. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai donné un coup de pied dans un morceau de bois si fort qu'il s'est fendu. Je les laisse simplement me détruire? Non, a dit Wyatt. Tu combats le feu par le feu, mais pas avec un procès. Tu dois donner ta version des faits. Tu as encore la boîte? La boîte? Les bulletins de salaire? Le compte rendu du procès d'il y a 5 ans? La copie de l'avis d'expulsion? Les relevés bancaires montrant le vol? Les SMS où Bradan te traitait de raté? J'ai tout, ai-je dit. J'ai tout gardé. Bien, a dit Wyatt. N'écris pas un message. N'écris pas de communiqué. Les gens ne lisent pas les communiqués. Fais une vidéo. Assieds-toi. Regarde la caméra et montre les preuves. Montre-leur exactement qui est le millionnaire sans cœur en réalité. Je suis rentré chez moi en voiture. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Quand je me suis engagé dans mon allée, j'ai vu une voiture ralentir devant ma maison. Quelqu'un a baissé la vitre, a craché sur ma boîte aux lettres,
puis est reparti. C'était ma ville. C'étaient mes voisins. Et mes parents les avaient transformés en une foule hostile. Je suis entré. Sarah était là. Elle avait quitté son service plus tôt. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement serré dans ses bras. Elle m'a tenu pendant que je restais là, vibrant d'adrénaline et de colère. Ils ne gagneront pas, a-t-elle chuchoté contre ma poitrine. La vérité finit toujours par l'emporter. Je vais la faire gagner aujourd'hui, ai-je dit. Je suis allé dans mon bureau. J'ai installé mon téléphone sur un trépied. Je n'ai pas utilisé d'éclairage spécial. Je ne me suis pas maquillé ni coiffé. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air en colère. J'avais l'air vrai. J'ai sorti la boîte de preuves que je transportais avec moi depuis 5 ans. J'ai appuyé sur enregistrer. Bonjour, ai-je dit à la caméra. Je m'appelle Caleb Télé. Vous me connaissez peut-être comme le fil sans cœur de la page GoFundMe qui circule en ce moment. Vous y avez peut-être laissé un commentaire. Vous y avez peut-être fait un don. Et honnêtement, si cette histoire était vraie, je me détesterais moi aussi. J'ai pris une inspiration. Mais je ne suis pas là pour demander de l'argent. Je ne suis pas là pour demander de la pitié. Je suis là pour vous montrer quelque chose que mes parents ont oublié de mentionner. J'ai brandi le premier document. Ceci, ai-je dit, en l'approchant de l'objectif, est un jugement certifié du tribunal d'il y a 5 ans. Numéro de dossier 4599 CV. Caleb Télé contre Robert et Martha Télé. Vous pouvez le vérifier, c'est un document public. J'ai lu la décision de la juge à haute voix, les défendeurs sont déclarés responsables du détournement de 45 000 $ du compte du demandeur. Je l'ai posé et j'ai pris les bulletins de salaire. Mes parents prétendent qu'ils ont fait des sacrifices pour me payer mes études. Voici mes bulletins de salaire de mes 16 à mes 24 ans. Restaurant, lavage de voiture, livraison de pizza. 3 emplois. J'ai économisé chaque centime pour payer mes frais de scolarité. Et le 14 octobre, il y a 5 ans, mon père est entré dans la banque et a retiré jusqu'au dernier centime pour payer le mariage de mon frère. Il m'a laissé avec 0. J'ai pris l'avis d'expulsion. Ils prétendent que je leur ai donné 3 jours de préavis. Voici l'avis daté de 35 jours avant l'expulsion. Et ici, j'ai brandi la capture d'écran d'un SMS imprimé en grand sur une feuille, voici le message que ma mère m'a envoyé quand j'ai proposé de les laisser rester s'ils s'excusaient. J'ai lu le SMS, va au diable, sale porc avide. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Nous allons te détruire. J'ai regardé droit vers la caméra. Je n'ai pas expulsé mes parents parce qu'ils étaient pauvres. Je les ai expulsés parce que ce sont des escrocs. Ils m'ont volé mon avenir une fois. J'ai refusé de les laisser voler mon présent. À tous ceux qui ont fait un don, vous n'avez pas aidé un vieux couple dans le besoin. Vous avez payé la prochaine note de bar de mon frère. Si vous voulez un remboursement, je vous suggère de le demander à GoFundMe. J'ai arrêté d'enregistrer. La vidéo durait 10 minutes. C'était brut. C'était violent. Tu es sûr, a demandé Sarah depuis le pas de la porte. Publie-la, ai-je dit. Je l'ai mise en ligne sur ma page Facebook personnelle et sur la page de l'entreprise. Puis j'ai éteint mon téléphone. Les 24 heures suivantes furent angoissantes. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois qu'une voiture passait, je sursautais. J'avais l'impression d'être de retour dans ce camion, à 19 ans, sans abri et terrifié. Mais le vent a tourné. Wyatt m'a appelé le lendemain matin. Il riait. Tu as regardé en ligne. Je ne peux pas, ai-je dit, je suis terrifié. Regarde, a-t-il dit. J'ai allumé mon ordinateur. La vidéo avait 50 000 vues, puis 100 000. Les partages montaient en flèche, mais les commentaires. Puis les médias locaux se sont emparés de l'affaire. Un journaliste a fait un reportage, l'escroquerie du GoFundMe viral dévoilée, la vérité derrière l'histoire du fils sans cœur. Ils ont interviewé Wyatt. Ils ont montré les documents du procès au journal de 18 h. GoFundMe a gelé la campagne pour mener une enquête pour fraude. L'argent, les 12 000 $ qu'ils avaient récoltés, a été remboursé aux donateurs. Mais le coup de grâce est survenu 2 jours plus tard. J'étais de retour sur le chantier. La charpente montait.
J'ai vu une voiture s'arrêter. C'était la voiture de Bradan. Je me suis préparé. J'ai pris un marteau. Non pas pour l'utiliser, juste pour avoir quelque chose de lourd dans la main. Bradan est sorti. Il avait l'air ravagé. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Il s'est avancé jusqu'à la bande de signalisation. « Qu'est-ce que tu veux, Bradan ?» ai-je crié. « Tu veux prendre une photo pour ta prochaine arnaque ?» Il n'a pas répondu en criant. Il s'est simplement appuyé contre le capot de sa voiture. « C'est fini » a-t-il dit. Sa voix était vide. Maman et papa, ils ne peuvent plus aller faire les courses. Les gens leur crient dessus. L'église a viré papa du conseil des diacres. Le propriétaire de leur appartement a vu les infos et a dit qu'il ne renouvellerait pas le bail le mois prochain. Les actions ont des conséquences, ai-je dit. J'ai appris cela quand je dormais sur le parking d'un Walmart. On dirait que vous l'apprenez enfin vous aussi. Ils sont ruinés, Caleb, a dit Bradan, mais vraiment ruinés. Ce GoFundMe était leur dernier espoir. Papa a dépensé le reste de sa pension pour payer l'avocat pour contester l'expulsion. Ils n'ont plus rien. Ils t'ont toi, ai-je dit. Tu es l'enfant d'or. Prends tes responsabilités. Trouve un travail. Soutiens-les. Bradan a ri. Un son sec et brisé. Je ne peux pas trouver de travail. Qui va embaucher le type qui a escroqué son propre frère? Mon nom est de la boue dans cette ville. Alors déménage, ai-je dit. Pars. Recommence à zéro. C'est ce que j'ai fait. Ça marche. Il m'a regardé pendant une seconde. Juste une seconde. J'ai vu le frère que j'admirais quand nous étions enfants. Avant l'argent, avant la jalousie, j'ai vu un petit garçon effrayé piégé dans le corps d'un raté de 30 et quelques années. Nous partons, a-t-il dit. En Arizona. Maman a une sœur là-bas. Nous faisons nos bagages ce soir. Il a hésité. Je voulais juste. Je voulais demander, est-ce que tu as vraiment gardé tous ces bulletins de salaire pendant 5 ans? Oui, ai-je dit, je l'ai fait. Merde. Il a secoué la tête. Nous n'avions aucune chance contre toi, n'est-ce pas? Il est remonté dans sa voiture et est parti. Ce fut la dernière fois que j'ai vu mon frère. La campagne de dénigrement ne m'a pas détruit, elle m'a blindé. Mon chiffre d'affaires a littéralement doublé le mois suivant. Les gens voulaient embaucher le gars qui avait tenu tête à des escrocs. J'ai obtenu des contrats pour lesquels je n'avais même pas soumissionné. La tempête était passée, mais la maison m'attendait toujours. Une fois la famille partie et le scandale enterré, je me suis jeté à corps perdu dans la maison. C'est devenu une obsession. Je ne rénovais pas simplement une propriété, je pratiquais un exorcisme avec du bois et des plaques de plâtre. Nous l'avons entièrement vidé. Je veux dire, nous l'avons ramené à son squelette. Je me tenais au centre de la maison un après-midi, regardant le ciel à travers les chevrons vides. Pas de toit, pas de mur, juste la structure. Elle avait l'air fragile, mais les os étaient bons. C'était là toute l'ironie, les fondations étaient solides. Ce sont les gens qui vivaient dedans qui étaient pourris. Un mardi, j'aidais l'équipe à soulever le sous-plancher dans la chambre principale, l'ancienne chambre de mes parents. Nous arrachions des plaques de contreplaqué clouées depuis 30 ans. Et, patron, m'a appelé l'un de mes gars, Mike. Tu devrais voir ça. Il pointait du doigt un espace entre les solives du plancher. Un compartiment caché. Mon estomac s'est noué. Était-ce encore de l'argent? Du liquide caché qu'il prétendait ne pas avoir? Je me suis agenouillé et j'ai glissé la main dans cet espace sombre et poussiéreux. J'ai sorti une boîte métallique. Elle n'était pas verrouillée. Je l'ai ouverte. Ce n'était pas de l'argent. C'était des lettres. Des centaines de lettres. J'ai pris la première. Elle m'était adressée, Monsieur Caleb Télé, de l'Université du Michigan, datée d'il y a 7 ans. Cher Caleb, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté. J'en ai pris une autre, une offre de bourse de Georgia Tech. Je me suis redressé sur mes talons, la poussière tourbillonnant autour de moi dans la lumière du soleil. J'avais postulé dans ces écoles. Je me souviens avoir vérifié la boîte aux lettres tous les jours pendant ma terminale, espérant, priant. Je n'avais jamais reçu la moindre lettre.
Mes parents m'avaient dit que j'avais été refusé. Ils m'avaient dit, c'est pas grave, Caleb. De toute façon, tu n'es pas vraiment fait pour l'université. L'université locale est bien meilleure pour ton budget. Ils les avaient cachés. Ils avaient intercepté mon courrier, caché mes admissions, caché mes bourses. Pourquoi? Pour me garder là. Pour me garder dans ce sous-sol. Pour continuer à me faire payer un loyer, laver des voitures et contribuer au fond de la famille. Ils ne m'avaient pas seulement volé mon argent. Ils m'avaient volé mon potentiel. Ils m'avaient volé la vie que j'aurais pu avoir 5 ans plus tôt. Sarah m'a trouvé là 1 heure plus tard. J'étais toujours assis sur les solives, entouré par les lettres. Je ne pleurais pas. J'avais dépassé le stade des larmes. Je fixais simplement le papier. Caleb. Elle a avancé prudemment sur les poutres. Je lui ai tendu une lettre. J'ai été pris, ai-je chuchoté. J'ai été pris au Michigan. Bourse complète. Elle l'a lu. Sa main a volé à sa bouche. Oh mon Dieu, ils ont caché ça. Ils voulaient un domestique, ai-je dit. Pas un fils. Sarah s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main sale et calleuse dans la sienne. Et regarde-toi, a-t-elle dit avec force. Tu n'es pas allé au Michigan. Tu n'as pas eu le chemin facile. Mais regarde ce que tu as construit. Tu as construit une entreprise. Tu as construit une réputation. Tu nous as construit, Caleb. Ils ont volé la carte, mais tu as quand même trouvé le trésor. Elle avait raison. Comme toujours, elle avait raison. Je me suis levé. J'ai rassemblé les lettres. Qu'est-ce que tu vas en faire, a-t-elle demandé. Les brûler? Non, ai-je dit. Je vais encadrer la lettre d'admission. Celle du Michigan. Pourquoi? Pour me rappeler, ai-je dit, que j'ai toujours été à la hauteur. Même quand il me disait que je ne l'étais pas. Nous avons terminé la maison 3 mois plus tard. Elle était méconnaissable. J'avais tout changé. La porte d'entrée avait été déplacée au centre. La cuisine était à air ouverte. Nous avions ajouté un étage. C'était moderne, lumineux et aéré. Ça sentait la peinture fraîche et le champ des possibles. Je l'ai mise en vente. Mon courtier m'a dit que je pourrais en obtenir un très bon prix, le marché était dynamique. Le jour des visites libres, je me suis installé dans mon camion de l'autre côté de la rue, à regarder. J'ai vu des couples marcher en se tenant la main. J'ai vu des familles. Puis j'ai vu un jeune couple s'arrêter dans une Honda cabossée. Le gars avait l'air fatigué, ce genre de fatigue que je connaissais bien. Des bottes de travail, de la peinture sur son jean. La fille était enceinte, se tenant le bas du dos. Ils ont regardé la maison avec de grands yeux affamés, mais ils ont hésité devant le panneau. Ils pensaient qu'elle n'était pas dans leurs moyens. Je suis sorti de mon camion et je me suis approché. Salut, ai-je dit. Le gars a un peu sursauté. Oh, salut. On regardait juste. On n'a probablement pas les moyens, pour être honnête. Mais elle est magnifique. Je suis le propriétaire, ai-je dit. Caleb. Moi c'est David, a dit le gars. Et voici Jenny. Tu travailles dans le bâtiment, ai-je demandé, montrant ses bottes. Ouais. David a souri timidement. Plâtrier. Je double les services pour essayer d'économiser pour le bébé. Je l'ai regardé. Je me suis vu. L'effort, l'espoir. Elle vous plaît, la maison, ai-je demandé. Je l'adore, a dit Jenny, regardant le porche. On s'y sent en sécurité. On dirait un endroit heureux. Ce n'avait pas été un endroit heureux, mais ça pouvait le devenir. Vous savez quoi, ai-je dit, faites une offre, ce que vous pouvez réellement vous permettre. Ne vous souciez pas du prix affiché. Vous êtes sérieux, a demandé David. Tout à fait sérieux. Je veux que cette maison revienne à quelqu'un qui sait ce que signifie travailler dur pour l'obtenir. Je la leur ai vendue pour 40 000 $ de moins que le prix demandé. Mon courtier a pensé que j'étais fou. Il m'a dit que je laissais de l'argent sur la table. Ce n'est pas de l'argent, lui ai-je dit. C'est un acompte sur le karma. Une semaine après la vente, j'ai emmené Sarah sur le terrain vide que j'avais acheté de l'autre côté de la ville.
C'était une colline surplombant la vallée. Pas de fantôme ici, pas d'histoire, juste de l'herbe et le ciel. Qu'est-ce qu'on fait là? A demandé Sarah, serrant son manteau contre le vent. J'ai vendu la maison, ai-je dit. Je sais. C'est super, bébé. Et j'ai gardé le bénéfice. J'ai plongé la main dans ma poche. Enfin, la majeure partie. J'en ai dépensé une partie pour ça. J'ai sorti une bague. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil. Elle était élégante. Un solitaire en diamant qui captait la lumière du soleil. Sarah a arrêté de respirer. Je ne veux plus vivre dans le passé, ai-je dit. Je ne veux plus réparer de vieilles choses cassées. Je veux construire quelque chose de nouveau, à partir de zéro, avec toi. Je me suis posé sur un genou dans les hautes herbes. Sarah, tu as été la seule famille que j'avais quand je n'avais rien. Veux-tu être ma famille pour tout ce qui nous attend? Elle s'est mise à pleurer. De ses larmes de joie. Oui. Oui, imbécile. Oui. Nous nous sommes serrés dans les bras, tournant sur cette colline vide. Et pour la toute première fois de ma vie, j'ai plus ressenti le poids de ma revanche. Je ne ressentais plus le besoin de prouver quoi que ce soit à Robert, Martha ou Bradan. Ils étaient partis. C'étaient des notes de bas de page dans ma biographie, les chapitres 1 et 2. Mais ceci était le reste du livre. 5 ans ont passé depuis lors. Phoenix Holdings est désormais le plus grand entrepreneur résidentiel du comté. Nous construisons des logements abordables et nous gérons un programme de bourse pour les écoles professionnelles. Je l'ai baptisé la bourse de la seconde chance. J'ai appris récemment par un cousin que mon père était décédé en Arizona l'année dernière. Une crise cardiaque. Je ne suis pas allé aux funérailles. J'ai envoyé des fleurs, anonymement, non pas pour lui, mais pour la dignité élémentaire de la mort. Maman est dans une maison de retraite publique. Bradan travaille apparemment dans un entrepôt et ne s'est jamais remarié. Ils n'ont plus jamais cherché à me contacter. Je pense qu'ils ont enfin compris que le puits était à sec. Ou peut-être, juste peut-être, ont-ils enfin éprouvé de la honte. Mais je ne pense pas beaucoup à eux. Je suis trop occupé. Hier soir, j'étais assis dans le salon de la maison que Sarah et moi avons construite. Notre fils Léo, qui a 3 ans, est entré en tenant une tirelire en plastique. Papa, a-t-il dit, sérieux, je économise? Ouais, j'ai posé mon journal. Pourquoi économises-tu, mon grand? Une fusée, a-t-il dit. Pour aller sur la Lune. J'ai souri. Je l'ai pris et l'ai installé sur mes genoux. C'est un bon objectif, Léo. Un très bon objectif. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti un billet de 5 $. Je l'ai plié et je l'ai glissé dans la fente de son cochon. Voilà un début, ai-je dit. Et écoute-moi, Léo. C'est ton argent. Personne ne te le prend. Ni maman, ni papa. Il est à toi. Tu l'as mérité en étant un gentil garçon. Il a secoué le cochon, écoutant le bruit. À moi. À toi. Je lui ai baisé le front. Enseignement à retenir. Si vous écoutez ceci et que vous ressentez cette douleur familière dans votre poitrine, ce sentiment d'être utilisé, sous-évalué ou manipulé par les personnes qui sont censées vous aimer le plus, s'il vous plaît, écoutez-moi. Le sang, c'est de la biologie. La famille, c'est du comportement. On nous apprend dès le plus jeune âge que nous devons tout à nos parents. Que nous devons nous immoler par le feu pour qu'ils aient chaud. Mais c'est un mensonge. Vous ne devez votre santé mentale à personne. Vous ne devez votre avenir financier à personne. Et vous ne devez certainement votre dignité à personne. Fixer des limites n'est pas une trahison. C'est de l'autopréservation. S'éloigner d'un membre toxique de sa famille ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne saine. Mes parents m'ont volé mon argent. Mais leur plus grand crime a été d'essayer de voler la confiance que j'avais en moi. Ils voulaient me faire croire que je n'étais rien sans eux. J'ai prouvé que j'étais tout malgré eux. Si vous êtes dans une situation où vous êtes la banque, le dépanneur ou le bouc émissaire, arrêtez, fermez le compte, changez la serrure, partez. Ce sera la chose la plus difficile que vous ferez jamais. Et puis, un jour, vous réaliserez que c'était la seule chose que vous pouviez faire.
Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Ou hésitez-vous devant cette décision en ce moment même? Commentez, liberté, ci-dessous si vous pensez que la paix est plus importante que de plaire aux gens. Ou commentez simplement, bien, si vous pensez que j'ai fait ce qu'il fallait. C'était Caleb. Merci d'avoir écouté mon histoire.